L'anime commence au milieu d'une fusillade dans un bâtiment où un grand groupe d'hommes fait face à une seule personne. Le groupe de malfaiteurs attaque de toutes ses forces, mais en quelques secondes, cet assassin les élimine froidement et sans effort. Il était autrefois connu sous le nom de Taru Sakamoto, un assassin légendaire, redouté par tous les criminels et admiré par les autres tueurs. Cela a été ainsi jusqu'à ce qu'un jour il tombe amoureux au premier regard. À cause de cela, Taru se retire, se marie, a une fille et finit par prendre du poids. Après de nombreuses années, il travaille maintenant dans un magasin de proximité avec sa femme. On voit qu'un assassin, qu'il admire profondément, a trouvé cet endroit après l'avoir cherché partout. Taru se trouve derrière le comptoir, observant un enfant qui s'apprête à jouer au tir à l'arc avec un arc en plastique. Il lui dit que s'il touche la cible, il recevra un jus gratuit. Sa femme, Aoi, et sa fille, Anna, s'approchent pour voir l'enfant également, mais celui-ci rate largement la cible et sa flèche en plastique ne s'en approche même pas. À ce moment-là, un client entre dans le magasin et lorsque l'enfant se baisse pour ramasser sa flèche, des objets tombent de son sac, y compris un pot d'encre de calligraphie qui se répand partout. L'encre tache le pantalon blanc du client, ce qui le met très en colère. Il attrape l'enfant par le cou pour lui crier dessus. L'enfant se débat et, accidentellement, le couvre de plus d'encre avec son pied. Cela met l'homme dans une colère telle qu'il veut frapper l'enfant, mais avant qu'il ne puisse aller trop loin, Taru l'arrête d'une seule main et imagine traverser la tête de l'homme avec un stylo. Cependant, on découvre que cela ne se passe que dans son imagination. En réalité, il arrête simplement le poing de l'homme avant qu'il ne frappe l'enfant. L'homme, choqué par la force de l'emprise de Taru, quitte le magasin, et l'enfant remercie Taru en larmes. De son côté, l'assassin qu'on a vu auparavant commente qu'il est impressionné que Taru ait voulu utiliser un stylo sous le menton de l'homme pour toucher la carotide. Cela laisse entendre qu'il l'a vu, même si cela n'a pas vraiment eu lieu. Il se présente comme Shin, le télépathe, mais juste après, il est terrifié en voyant que Taru a imaginé frapper son visage. Shin lui demande de cesser de tuer des gens dans son esprit et lui rappelle qu'ils ont travaillé ensemble autrefois. C'est pourquoi Taru accepte de s'asseoir pour l'écouter. Shin est surpris d'apprendre que les rumeurs selon lesquelles Taru a redressé sa vie et ouvert un magasin familial sont vraies. Cependant, Shin lui demande de revenir, car il était trop bon et il ne peut pas croire qu'il ait maintenant ce corps. Taru le rejette, affirmant que ses jours d'assassin sont terminés et qu'il ne reviendra pas. Shin, frustré, se souvient que tous les criminels le redoutaient et l'appelaient l'assassin légendaire. Il ne comprend pas pourquoi Taru a gaspillé tout cela. Taru, quant à lui, se contente de profiter d'un bol de ramen, ce qui déçoit Shin, car avant, il ne mangeait que des rations de combat. Shin reconnaît à peine Taru maintenant. Après cela, Shin sort une cigarette pour fumer, mais avant qu'il ne puisse l'allumer, il est surpris de voir la cigarette coupée en deux en moins d'une seconde. Taru range sa lame et lui montre le panneau du magasin qui interdit de fumer. Shin, quant à lui, est simplement impressionné par la vitesse de Taru. Après tout ce mouvement, il devient clair que, gros ou non, Taru peut le tuer quand il veut. Juste après cela, un homme passe par la boutique de Sakamoto pour saluer et lui demande un service. Shin pense immédiatement qu'il s'agit de quelqu'un qui se fait passer pour un civil pour demander un meurtre, mais il se rend vite compte que ce n'est pas le cas. L'homme l'emmène dans son jardin et lui explique que son arbre a trop grandi et qu'il ne peut pas couper certaines branches qui sont hors de sa portée. En quelques secondes, Taru règle le problème, coupant l'arbre de manière parfaite en un temps record. Une fois cela fait, il aide également d'autres personnes dans le quartier, faisant en sorte qu'une fille mange ses légumes et que les enfants arrêtent de pleurer dans le parc. Cela amène Shin à penser que Taru est l'aide de tout le village, mais il est convaincu qu'il sait juste bien cacher sa véritable identité. Cependant, il lui fait savoir qu'il a l'air ridicule de cette manière et qu'il pense repartir. Juste à ce moment-là, l'enfant de tout à l'heure lui tire une flèche en plastique dans la tête accidentellement. L'enfant s'enfuit alors que Shin se plaint. Un peu plus tard, Shin monte dans sa voiture, pensant qu'il n'a pas vu Taru depuis 5 ans. Malgré tout ce qui a changé, il lui semble toujours aussi incroyable, et même avec son surpoids, il garde cette aura d'avant. Il aimerait vraiment qu'ils puissent à nouveau travailler ensemble. Son excitation est interrompue par un appel de son patron, qui, en apprenant qu'il n'a pas convaincu Taru de revenir, lui demande si, dans ce cas, il l'a tué. Shin hésite un instant et demande à son patron si c'est vraiment nécessaire de le tuer, car Taru est trop gros et il ne pense pas qu'il puisse causer de problème dans cet état. Son patron l'interrompt et lui rappelle que si quelqu'un disparaît de la bande, il disparaît aussi de la terre. C'est la règle absolue, et Sakamoto l'a violée, ils ne peuvent pas le laisser partir. Après avoir clarifié cela, son patron lui avertit que si lui-même ne peut pas le faire, il enverra quelqu'un d'autre. Il doit donc cesser de se plaindre, sinon il finira par rejoindre Taru du côté de ses ennemis. Shin termine l'appel avant de pouvoir entendre plus, sachant qu'il n'a pas d'autre option. Plus tard dans la journée, il rentre chez lui et se souvient des jours où il a eu la chance de travailler avec Taru. Bien que ce soit de bons souvenirs, il sait que si lui ne fait pas le travail, quelqu'un d'autre le fera. S'il doit mourir de toute façon, alors il préfère le faire lui-même. Le lendemain, Shin retourne chez Sakamoto, mais cette fois avec une arme,
annonçant que la guerre commence. Taro est derrière le comptoir en train de lire un journal, et Shin s'approche pour lui dire qu'il va probablement quitter la ville, donc il est venu lui dire au revoir. Juste à ce moment-là, Shin sort son arme et tire, mais en moins d'une seconde, Taro crache un cachet pour la toux qu'il avait dans sa bouche avec une vitesse et une précision impressionnantes, touchant la balle et la déviant. Ensuite, il lance une sucette sur le côté pour déstabiliser Shin et disparaît de sa vue. Cela met Shin en difficulté, car il ne peut plus lire dans son esprit comme avant. Taro lance un objet de l'autre côté du magasin pour distraire encore Shin, pendant qu'il prépare sa munition, une poche de cachet pour la toux attachée avec un élastique. Il tire plusieurs de ses pastilles à grande vitesse, et Shin a à peine le temps de les esquiver avant de tomber au sol et de viser Taro avec son arme. Mais avant qu'il puisse tirer, Taro lui lance un paquet de choux à la crème qui lui frappe la tête et trouble sa vision. Shin, frustré, essuie son visage et tente de se concentrer à nouveau, sachant qu'il doit corriger sa posture. Cependant, juste au moment où il essaie de se repositionner, il reçoit un puissant coup de pied en plein dans le visage. Il se retrouve projeté de l'autre côté du magasin. La seule chose qu'il voit en tombant, c'est le vieux Taro Sakamoto, et avant de perdre conscience, il se demande pourquoi il a eu l'idée de l'affronter en premier lieu. Lorsqu'il se réveille, il est surpris de se retrouver dans un lit, apparemment soigné par Taro et Anna, qui sont heureux de le voir réveillé. Il lui explique qu'il se trouve juste au-dessus du magasin. Ne comprenant rien, Shin est emmené à un dîner familial où il est traité comme un membre de la famille. Par moments, il pense que la nourriture est empoisonnée, mais il décide quand même de manger, sachant qu'il a été formé pour supporter le poison. Cependant, en goûtant la nourriture, ce qui le paralyse, ce n'est pas le poison, mais à quel point c'est délicieux. Il se réjouit de voir qu'il aime la nourriture, en commentant qu'il réagit comme Taro la première fois. Shin continue de manger, encore très surpris, car il ne s'est jamais senti ainsi dans aucun de ses anciens emplois. C'est à ce moment qu'il comprend que Taro veut vraiment protéger ses moments de la vie quotidienne, c'est pourquoi il a démissionné. Après le dîner, Shin remercie pour le repas, décidant de laisser Taro en paix. Taro lui fait savoir qu'il peut revenir quand il veut, et Shin quitte les lieux en sachant qu'il n'est toujours pas un rival pour lui. En retournant chez son patron, celui-ci lui montre son mépris, étant honteux qu'il n'ait pas pu tuer Taro Sakamoto. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Shin se prosterne devant lui et lui demande de laisser vivre Taro. Cela provoque des rires autour de lui, mais Shin lui informe que Taro a désormais une famille. En réponse, son patron lui rappelle que Taro Sakamoto a violé les règles de leur monde, abandonné ses responsabilités, et qu'il doit être tué. Shin lui demande alors de le tenir responsable à sa place, affirmant qu'il mourra à la place de Taro, mais qu'il doit le laisser en paix. Son patron lui demande pourquoi il fait cela pour Taro, et Shin explique qu'il a pointé son arme vers quelqu'un qu'il admire. Il assume donc la responsabilité de ses actes. En entendant cela, son patron accepte étonnamment, disant qu'il laissera vivre Taro s'il lui meurt. Cependant, au fond, l'homme sait qu'il ne tiendra pas sa promesse et trouve Shin idiot de faire cela. Juste à ce moment, Shin lui pointe son arme, lui disant qu'il l'a entendu et qu'il savait qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. Le patron est surpris que Shin ait pu lire dans son esprit, et ordonne à ses hommes de le tuer. Shin se déplace rapidement pour survivre à la fusillade, tandis que Taro, à la maison, écoute cette scène via une transmission radio. Lorsqu'il entend qu'une fusillade éclate, Taro entre un code dans la caisse enregistreuse de son magasin, transformant rapidement le lieu familier en une véritable armurerie, avec tout ce dont il a besoin. Taro prend simplement une arme à électrochoc. Pendant ce temps, Shin continue de courir pour sa vie, se cachant à vue tout en éliminant les malfaiteurs qu'il rencontre avec une grande agilité et rapidité. Cependant, à mesure qu'il avance dans le combat, il devient de plus en plus épuisé, et baisse sa garde un instant. Avant d'être frappé par une arme à haute puissance, il esquive l'attaque et découvre la position du tireur d'élite en moins d'une seconde. Le patron demande à ses hommes ce qu'ils font, car ils tombent un par un alors qu'ils affrontent une seule personne. L'un d'eux, gravement blessé, explique que c'est comme si Shin pouvait lire exactement ce qu'ils allaient faire. Le patron les informe alors que Shin est un télépathe, et que s'il s'approche trop, il pourra lire dans leur esprit. Il leur ordonne donc de garder leur distance et de trouver un moyen de l'entourer. Les hommes se déplacent, mais en peu de temps, ils sont tendus en embuscade par Shin, qui leur tire dessus sans leur laisser le temps de planifier quoi que ce soit. Après avoir esquivé plusieurs tirs ennemis, Shin se met à couvert pour recharger son arme, mais à ce moment, il réalise qu'il ne lui reste plus qu'un dernier chargeur. Ne disposant plus de munitions, il doit trouver un moyen de quitter les lieux avant de se retrouver sans balles. Il se défend alors avec ce qu'il lui reste, tout en se déplaçant rapidement, mais au même moment, il reçoit une balle dans la jambe, ce qui le fait tomber immédiatement. En quelques secondes, il se retrouve encerclé par l'ennemi et sait très bien qu'il n'a aucune issue. Juste au moment où il s'apprête à se rendre, Shin est surpris de voir les trois hommes qui le pointaient tomber inconscient au sol après avoir reçu une puissante décharge électrique. Taro est responsable de cela, ayant utilisé son arme à électrochoc. En voyant cela, le chef ordonne immédiatement à ses hommes de l'éliminer, et tous se précipitent pour l'attraper. Taro se bat contre eux,
abattant les ennemis d'un simple mouvement sans effort, avec 2 baguettes jetables qu'il utilise pour arrêter 2 balles en même temps. Un autre criminel attaque Taro avec une katana, mais il l'esquive avec une grande rapidité et l'envoie valser d'un coup de pied. Lorsque 2 autres hommes lui tirent dessus avec des armes automatiques, Shin bloque les balles avec 2 stylos qu'il utilise ensuite comme projectiles, les envoyant traverser les criminels comme des balles. Grâce à des outils qu'il trouve sur place, il envoie d'autres criminels à la poubelle et finit le reste avec ses impressionnantes compétences en arts martiaux. Le chef et les hommes restants décident de tirer ensemble, mais avant qu'ils n'aient pu ouvrir le feu, Shin coupe leurs armes en 2 avec des lames qu'il gardait dans son tablier, et avec ces mêmes lames, il met fin à leur vie. Shin reste paralysé, sous le choc, réalisant qu'il vient d'assister à l'œuvre de l'assassin légendaire, Shin Sakamoto. Il lui demande comment il savait qu'il se trouvait là, et Shin lui explique qu'il avait inséré un micro dans son arme le jour précédent, après qu'il se soit évanoui. Shin lui confirme que ce qu'il a dit est vrai, car peu importe l'issue, il prévoyait de quitter la ville ce jour-là. Avant qu'il ne puisse en dire plus, Shin lui lance un tablier, lui annonçant qu'il gagnera 800 yens de l'heure et que s'il reste plus longtemps, il le paiera en supplément. Sans avoir le temps de comprendre ce qu'il venait de dire, Shin commence à travailler dans le magasin de Sakamoto, où Anna et Aoi l'acceptent comme un membre de la famille. Shin s'adapte rapidement à son nouveau travail, réalisant que cela vaut bien mieux que son ancien emploi. Pendant le travail, Shin reste très excité après les récents événements et parle de la manière impressionnante dont Taro a neutralisé les criminels. En entendant cela, Aoi demande immédiatement à son mari s'il envisage de reprendre son travail d'assassin. Taro, contrarié, lui assure que non, précisant qu'il s'était assuré que personne ne meurt. Cependant, Aoi lui rappelle fermement qu'elle demandera le divorce s'il enfreint la règle de la famille, des mots qui rendent Taro encore plus nerveux. Après son départ, Shin interroge Taro sur cette règle, mais celui-ci, énervé, lui demande de se taire. Peu après, ils se rendent dans le quartier chinois de Nikita, où Taro achète des brioches au porc pour sa femme et sa fille. Shin est touché par l'amour que Taro porte à sa famille et lui demande à nouveau à propos de cette règle. Mais Taro évite de répondre et continue simplement à marcher. C'est alors qu'une jeune femme surgit soudainement d'un bâtiment et atterrit sur Taro, détruisant les brioches au porc. Cette mystérieuse jeune femme, appelée Lu Shaotan, est poursuivie par un groupe de mafieux. Shin suggère à Taro qu'il devrait partir avant que la situation ne s'aggrave, mais Taro est simplement attristé par la perte des brioches. En quelques secondes, Shaotan commence à se défendre contre les mafieux, utilisant du tai chi pour les neutraliser. Cependant, elle est capturée par un des hommes qui menace de lui couper les jambes pour qu'elle ne puisse plus fuir. Avant qu'il ne puisse agir, Taro neutralise facilement l'assaillant, et Shin libère Shaotan. Alors qu'ils se remettent à combattre d'autres ennemis, un groupe encore plus important de mafieux arrive, présumant que Taro et Shin sont des alliés de la jeune femme. Taro décide de fuir avec Shin et Shaotan, évitant de justesse plusieurs balles. Pendant ce temps, dans le bâtiment de l'organisation mafieuse, le chef de gang rapporte à son supérieur que la jeune femme a échappé grâce à 2 hommes mystérieux. Le directeur, furieux d'avoir perdu tant de membres de son clan pour capturer Shaotan, décide de passer l'éponge. Mais avant qu'il ne puisse en dire davantage, la tête du chef de gang tombe au sol, les frères Son et Basho viennent d'arriver, et Basho l'a décapité sans hésitation. Ces 2 assassins redoutés reçoivent des instructions claires, retrouver la clé détenue par la jeune femme, essentielle pour contrôler le marché noir. De leur côté, Taro, Shin et Shaotan continuent de fuir. Shaotan révèle qu'elle appartient à une famille mafieuse, le clan Lu, et que la clé qu'il cherche ouvre la salle des coffres secrètes de sa famille. Ses parents lui ont confié cette clé au prix de leur vie. Shaotan insiste sur le fait qu'elle ne peut pas abandonner cette clé, par respect pour le sacrifice de ses parents. Alors qu'elle tente de partir seule, Shin veut la suivre, mais Taro l'arrête, lui demandant si elle sait préparer des brioches au porc. Shaotan, surprise, répond qu'elle connaît les bases grâce à son père. Taro décide alors qu'ils vont l'aider, à condition qu'elle prépare des brioches une fois tout terminé. Mais avant qu'elle puisse répondre, Taro est frappé au visage par Basho, qui l'envoie valser jusqu'au prochain bâtiment. La situation devient critique. Shaotan reconnaît les frères Son et Basho comme des tueurs en série fous, célèbres pour leur massacre et leur habitude macabre de dessiner les têtes de leurs victimes. Shin tente de frapper Son, mais celui-ci bloque son coup d'une main et, avec un sourire, se moque de lui en mentionnant qu'il a tué son ami. Shin, furieux, réplique qu'il se trompe s'il pense que quelque chose d'aussi insignifiant pourrait tuer Taro. Après tout, seul un amateur ne saurait pas qui est Taro Sakamoto. Sans prêter attention à ce que dit Shin, Basho se lance pour attaquer Shaotan, mais à cet instant précis, il est projeté au sol d'un seul coup porté par Taro. Le choc est si puissant que le sol s'effondre, les faisant tous tomber d'un étage dans le bâtiment. Malgré cela, Basho se persuade que le plafond devait être fragile et que ce coup n'a aucune importance. Son demande alors à Shaotan de lui donner la clé, assurant qu'il lui offrira une mort élégante en échange. Elle répond que cette clé est tout ce qui lui reste de ses parents, et qu'il devra passer sur son corps pour l'obtenir. Une réponse qui convient parfaitement à Son
qui commente que ses parents avaient dit quelque chose de similaire avant d'être réduits en morceaux. Il ajoute que s'attacher à un simple objet au point de sacrifier sa propre vie est ridicule, des mots qui mettent Xiaotan en colère. Avant qu'elle ne fasse quelque chose d'imprudent, Taro l'arrête. Shin avertit Xiaotan de ne pas se laisser affecter par les paroles de ses assassins, car cela pourrait la mettre en danger. Xiaotan répond que la voûte qu'elle protège contient les espoirs et les rêves de ses ancêtres, et que son père est mort pour la protéger, tué par les 2 hommes qui se trouvent devant elle. À peine a-t-elle terminé de parler qu'une lame lancée par son fonce droit vers sa tête. Heureusement, Taro intervient et la sauve à temps. Xiaotan, confuse, demande à Taro pourquoi il risque sa vie pour l'aider. À ce moment-là, le récit remonte dans le passé, où l'on découvre un souvenir de Taro. Lors d'un Noël, il avait offert un cadeau à Aoi, sa compagne. Malgré le geste tendre, elle ne peut s'empêcher de remarquer le sang sur son visage. Elle lui demande comment il peut faire quelque chose d'aussi horrible que tuer. Taro lui explique qu'il travaille ainsi pour pouvoir lui offrir des cadeaux, car c'est ce qu'il sait faire de mieux. Mais Aoi refuse son présent, arguant qu'il est taché de sang, littéralement. À la suite de cela, elle décide de mettre fin à leur relation, affirmant qu'il ne vaut pas la peine de rester ensemble s'il ne peut changer de vie. Ces paroles frappent Taro comme un éclair. Après les avoir prononcées, Aoi saute soudainement d'un précipice. Taro, sans hésiter, laisse son cadeau et se jette à sa poursuite. Les deux tombent sur une épaisse couche de neige qui amortit leur chute. En voyant Taro risquer sa vie pour elle, Aoi réalise qu'elle lui manquerait énormément si elle mourait. Ce même sentiment de vouloir sauver quelqu'un existe en chaque être humain, car chacun est aimé par quelqu'un. Poussée par cet amour, elle lui fait promettre de ne plus jamais tuer. À partir de ce moment, pour racheter ses crimes, Taro s'engage à sauver les autres. De retour au présent, Shin pleure en découvrant ses souvenirs grâce à ses pouvoirs psychiques. Il comprend enfin que la règle à suivre est de ne pas tuer. Alors que les frères assassins attaquent à nouveau, Taro utilise de simples ustensiles de cuisine pour se défendre, tandis que Shin esquive leurs coups avec agilité, parvenant à lire leurs mouvements. Après un long combat sans succès, les frères décident de tenter leur dernière technique, les lames infernales de fer fondu. Mais Taro esquive tous leurs coups avec aisance, se plaignant simplement de s'être froissé un muscle. Shin lui tend un patch antidouleur. Son-hye, choqué, se demande comment Taro, un homme aussi imposant, peut rester indemne face à leur attaque imparable. Face à cet échec, ils annoncent leur ultime mouvement, mais avant qu'ils ne puissent l'exécuter, Taro assomme Basho avec une lourde marmite en fonte. Son-hye, furieux, attaque Taro, mais celui-ci brise son arme spéciale avec une simple poêle. Shin, toujours à ses côtés, lui tend un autre patch antidouleur pour sa main blessée. Réalisant que le combat est perdu, Son-hye tente de fuir en visant Xiaotan. Grâce à ses pouvoirs, Shin anticipe l'attaque et le neutralise avec une corde, le projetant au sol. Taro achève le combat en écrasant Son-hye avec un réfrigérateur entier. Xiaotan, stupéfaite par leur capacité, se demande qui ils sont vraiment. Tandis qu'ils attachent les 2 frères assassins, Taro répond, tout en mangeant un crabe trouvé sur place, qu'ils ne sont que de simples vendeurs dans une boutique. Xiaotan se contente de rire, en commentant qu'ils ne comprennent vraiment rien. Pendant ce temps, à l'entreprise, le directeur est furieux, cette fois vraiment en colère. Il demande où se trouvent Basho et Son-hye. Ces derniers se trouvent devant les portes de la voûte, convaincus qu'un trésor se cache derrière, ce qui les pousse à avoir besoin de cette clé. À ce moment-là, l'équipe de livraison arrive. Il s'agit de Taro et Shin, apportant les corps inconscients de Basho et Son-hye. Avant que quelqu'un puisse parler, Xiaotan s'approche par derrière et place un couteau sur la gorge du directeur, lui demandant de ne pas dire un mot. En voyant cela, le directeur de Dan devient très nerveux et commence à s'excuser, promettant de tout faire pour obtenir son pardon. Assez énervé, Xiaotan l'interrompt en disant que ses excuses ne ramèneront pas ses parents et qu'il ne pourra que se repentir en enfer. Malgré ces paroles, Xiaotan lui inflige une bonne raclée, laissant son visage couvert d'échymoses avant de l'assommer. Shin lui demande si elle est sûre que c'est suffisant, suggérant que quelques coups de plus pourraient l'achever. Mais avant qu'il puisse finir sa phrase, Shin est effrayé en lisant les pensées de Taro, où ce dernier imagine lui tordre le cou. Après cela, Xiaotan déclare que cela suffit. Avec un sourire, elle précise qu'on ne peut pas aller tuer les gens à chaque fois qu'ils nous dérangent. Elle conclut que pour aujourd'hui, cela suffit, préférant choisir de vivre une vie heureuse, comme son père lui disait toujours. Acceptant cette réponse, Shin et Taro l'accompagnent alors qu'elle utilise la clé pour ouvrir la voûte. Après plusieurs tentatives, les immenses portes s'ouvrent enfin. Shan entre la première. Shin est surpris de voir autant de trésors, mais trouve étrange de découvrir également des livres, des CD, et des peluches, ce qui lui semble être une collection plutôt inhabituelle. Parmi tous les objets, il trouve un inventaire indiquant que chaque chef du clan lui laisse ses trésors les plus précieux dans cette voûte. À la lecture de cela, il suppose que chaque chef considère des choses différentes comme précieuses. Xiaotan se demande ce que son père a bien pu y laisser. C'est alors qu'elle trouve une bouteille avec une note indiquant qu'elle est destinée à être bue avec Xiaotan lorsqu'elle atteindra la majorité. Touché, Xiaotan est ému en découvrant ce que son père lui a laissé. Avec enthousiasme,
Elle dit aux autres qu'il s'agit de la meilleure boisson alcoolisée au monde et les invite à boire en guise de gratitude. Taro a conservé les pains de porc, bien qu'ils aient été écrasés plus tôt. Les trois profitent donc de ce repas accompagné de la boisson laissée par le père de Shaotan. Plus tard, lors d'une journée normale de travail, Shin est surpris de voir Shaotan entrer dans le magasin avec un tablier, prêt à commencer à travailler. Mettant cela de côté, il commente à Taro que l'histoire de pourquoi elle a arrêté de tuer l'a vraiment touché. En réponse, Taro déclare qu'il fait maintenant partie du groupe, donc la règle de ne pas tuer s'applique également à lui. Pendant ce temps, une organisation a les personnages dans sa ligne de mire, et une récompense de 1 million de yens est placée sur la tête de Taro Sakamoto.